Donc, dans le cadre de ce cours, nous allons nous interroger sur les caractéristiques des politiques dans le cadre européen. Ce cours sera divisé donc en 4 objectifs. Dans le premier, il sera question des caractéristiques de l'intégration européenne et de voir dans quelle mesure une de ces caractéristiques, le marché unique, a des effets sur la croissance. Dans le second objectif, il sera question de la politique de la concurrence. Celle-ci, en fait, accompagne l'évolution de l'intégration européenne et il sera donc nécessaire d'en analyser les objectifs, les modalités ainsi que les différentes limites. L'intégration européenne aura aussi un impact sur les politiques monétaires et les politiques budgétaires. Avant de voir dans l'objectif numéro 4 quelles en seront les caractéristiques propres à la construction européenne, il conviendra dans l'objectif numéro 3 de comprendre comment ces politiques monétaires et budgétaires agissent sur la conjoncture. Commençons donc par le premier objectif, connaître les grandes caractéristiques de l'intégration européenne, marché unique et zone euro, et comprendre les effets donc, du marché unique sur la croissance. Donc, la construction européenne s'inscrit dans un processus d'intégration économique par lequel plusieurs économies distinctes sont conduites à ne former qu'un seul espace économique. Ce processus se réalise à travers la constitution d'un marché intérieur dit unique, mais aussi par l'adoption d'une monnaie unique menant à la constitution de la zone euro. Nous verrons d'ailleurs que la constitution de la zone euro vient compléter la constitution de ce marché unique. Puis, dans un second temps, nous regarderons quels sont les effets sur la croissance économique de la constitution de ce marché unique. Le marché unique se constitue juste après la Seconde Guerre mondiale. L'idée qui fonde ce processus d'intégration est la suivante, la constitution d'un grand marché intérieur en favorisant la multiplication des échanges permet de générer de la prospérité pour les peuples et donc d'assurer la paix entre les différents pays. La première étape de cette intégration européenne est véritablement un traité signé par 6 pays européens en 1951 qui fonde la communauté européenne du charbon et de l'acier. Ces 6 pays, on peut les retrouver sur cette carte ici en vert, la France, l'Italie, Luxembourg, Belgique, Allemagne et Pays-Bas. Donc la constitution du marché unique passera par une seconde étape, signature donc 1957 du traité de Rome qui permettra notamment de constituer la communauté économique européenne. L'objectif ici est de constituer un marché commun à ces 6 pays signataires sans entrave aux échanges. On trouve dans le traité de Rome donc 2 projets distincts, un premier qui porte sur la constitution d'une union douanière sur les biens. Cette union douanière sera effective à partir de 1968-1969, grâce notamment en 1968 à la fin des droits de douane entre les pays de la communauté économique européenne. Puis en 1969, grâce à l'instauration d'un tarif extérieur commun sur les biens, pas sur tous les biens, puisqu'il faudra attendre en 1974 pour les biens agricoles. On peut noter qu'il persiste des obstacles non tarifaires, notamment en termes de normes, de procédures administratives. Le deuxième projet consistait à instaurer la libre circulation des travailleurs, des services et des capitaux. Notons que ce deuxième projet n'a pas connu véritablement d'avancée notable pendant près de 3 décennies. Une troisième étape va être franchie avec l'Acte unique européen de 1986 qui va consister à créer un marché unique. D'ailleurs, ce terme va remplacer le marché intérieur. L'objectif va être ici d'instaurer de manière effective les 4 libertés de circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux. 12 pays adoptent
près de 280 actes législatifs entre 1986 et 1992. Grâce à la signature du traité de Maastricht en 1992, ces 12 pays deviennent l'Union européenne. Donc, ces 12 pays, nous pouvons les retrouver donc sur cette carte. Vous avez donc les 6 pays fondateurs auxquels s'ajoutent en 1973 notamment l'Irlande, le Danemark, le Royaume-Uni. 1981, vous avez donc la Grèce, puis 1986, l'Espagne et le Portugal. Le marché unique, aujourd'hui, quel est-il? On peut affirmer que le marché du capital est désormais fortement intégré. Les mouvements de capitaux sont complètement libéralisés et les mouvements de capitaux sont importants entre les différents pays. Le marché des biens lui-même est aussi fortement intégré. On a un commerce intra-zone qui est proche des 2/3, ce qui signifie que lorsque les pays à l'intérieur de la zone, donc intra-Union européenne, lorsqu'ils commercent avec les autres pays, ils commercent aux 2/3 avec des partenaires de l'Union européenne. Le marché des services, lui, est beaucoup moins intégré. Alors certes, les services constituent 70% du PIB de l'Union européenne, mais moins de 20% des échanges. Le marché du travail est lui aussi faiblement intégré. Pourtant, les contrôles à la plupart des frontières intérieures ont été supprimés grâce aux accords de Schengen de 1985. Depuis les années 1980, seulement 2% des travailleurs ont été mobiles dans l'Union européenne. La constitution de la zone euro est réalisée à la suite du choix d'adopter une monnaie commune et unique qui mènera à la création donc, de cette zone euro par tout un ensemble de pays. Au départ, l'intégration par la monnaie n'est pas une évidence. Ça va être un long processus, comme le marché unique d'ailleurs, mais à la différence du marché unique, l'idée d'une monnaie unique n'émerge que plus tard, à la fin des années 1960. Quelle peut en être la justification? Avec une monnaie unique, l'idée est que les coûts de transaction de change, changer une monnaie à une autre, bien, ces coûts vont être supprimés, ainsi que les coûts liés au risque de change, c'est-à-dire liés aux fluctuations du cours d'une monnaie exprimée dans une autre monnaie, ce qui peut être perturbant, par exemple, pour les entreprises importatrices, le fait de ne pas savoir quelle va être la valeur de la monnaie précisément dans laquelle ils vont réaliser la transaction. On estime aussi que grâce à la monnaie unique, la transparence des prix va être accrue. Il va être beaucoup plus simple de comparer le prix d'un bien ou d'un service fabriqué dans 2 pays différents avec la même monnaie. Grâce à cela, le coût des échanges entre pays va diminuer. Et enfin, grâce à cette baisse du coût, le volume des échanges de produits et des investissements directs à l'étranger va augmenter. Donc, il est possible d'affirmer que la mise en place de l'euro est un complément au marché unique favorisant l'intégration économique européenne. La constitution de la zone euro passe par la signature du traité de Maastricht en 1992, lors de laquelle des pays signataires consentent à transférer leur souveraineté monétaire. L'euro est créé en 1999, 11 pays abandonnent alors leur monnaie nationale et la politique monétaire est confiée à la Banque centrale européenne créée en 1998. Les premiers billets et pièces en euros sont utilisés en 2002. Aujourd'hui, en 2021, 19 pays utilisent l'euro. Notons que tous les membres de l'Union européenne n'utilisent pas l'euro. Ces 19 pays, on les voit sur la carte. Il s'agit des pays ici en orange
Et les pays en bleu-gris sont ceux qui sont membres de l'Union européenne, mais ont choisi, pour le moment, de ne pas adopter l'euro. Au final, on peut se rendre compte à travers cette petite frise que le processus d'intégration économique européenne est un processus cumulatif qui s'inscrit dans un temps long, qui débute véritablement avec la CECA en 1951, qui passe par le traité de Rome, puis par l'acte unique européen et enfin par la création de l'euro. Intéressons-nous maintenant aux effets du marché unique sur la croissance économique. Avec le développement du marché unique, les échanges de biens et de services à l'intérieur de la zone se sont multipliés. C'est un effet majeur du développement du marché unique, effet majeur et effet attendu. Cette multiplication des échanges donc de biens et de services intra-zone va permettre d'avoir au final un effet positif sur la croissance économique que l'on peut expliquer par trois canaux principaux. Tout d'abord, grâce à la multiplication de ces échanges, le coût des produits intermédiaires va diminuer. C'est-à-dire qu'une entreprise qui fabrique un bien final à partir de produits intermédiaires va pouvoir mettre en concurrence des entreprises de pays différents et choisir celle qui proposera le meilleur rapport qualité-prix, donc bénéficier pour une qualité identique d'un prix inférieur. Elle pourra ensuite décider de baisser le prix de ses produits à la vente. Le deuxième canal est celui donc du coût unitaire de production qui va diminuer avec l'augmentation donc de la taille du marché et grâce aux économies d'échelle que cela génère, le coût unitaire de production donc diminuera. Enfin, avec la mise en concurrence donc des entreprises au sein du marché unique, eh bien, l'innovation va être favorisée, les entreprises vont être incitées à innover pour conserver, pour gagner des parts de marché. Ces trois effets vont finalement générer une augmentation de la demande grâce par exemple à la baisse des prix des produits finaux permis par la baisse du coût des produits intermédiaires ou la baisse du coût unitaire de production. Ces effets vont aussi avoir un impact sur l'offre via des gains de productivité, par exemple des entreprises qui investiraient plus massivement dans les procédés de production pour être plus efficaces. Au final, cet effet sur la demande et sur l'offre va générer un effet positif sur la croissance économique. Quand on regarde les faits concernant ces effets du marché unique sur la croissance économique, on peut se rendre compte tout d'abord que le développement d'un marché intérieur a effectivement des effets sur l'augmentation du commerce intra-zone. En 1959, qui est la première année d'application du traité de Rome, le volume des échanges de la France avec les 5 autres membres de la CEE a augmenté de 28%, alors qu'il n'a augmenté simplement de 1% avec les autres pays, donc non membres de la CEE. Dans des études plus récentes est mis en avant le fait que le marché unique amplifie cette hausse du commerce intrazone. Il permet de multiplier les échanges de biens entre pays membres par 2,1 et des services par 1,6. L'impact est beaucoup plus important qu'un simple accord régional dit normal, qui ressemblerait simplement à une zone de libre-échange ou à une union douanière. L'impact est même 3 fois plus important. Pourquoi une telle hausse? En fait, avec le marché unique, la réduction des obstacles à échange a été beaucoup plus importante qu'ailleurs, beaucoup plus importante qu'avec les accords commerciaux régionaux dits normaux. Par exemple, on trouve dans le processus d'intégration européenne une harmonisation des normes qui va être très poussée dans le domaine, par exemple, de la sécurité des médicaments, dans le domaine alimentaire, ou alors une harmonisation aussi des normes techniques.
Les études empiriques concluent donc toutes à un effet positif du marché unique sur la croissance économique. Le marché unique a permis d'atteindre un niveau permanent de PIB plus élevé, en moyenne de 4,4%, à celui qui aurait été atteint en présence d'un accord commercial normal, selon une étude du CEPI de 2018. Pour la France, c'est un niveau de PIB permanent plus élevé, en moyenne de 3,4%. Pour l'Allemagne, c'est un peu plus, 4,5%, l'Italie un petit peu moins. Et pour la Hongrie, c'est beaucoup plus, avec une augmentation de 14,2%. Dans une autre étude de 2019, il est noté que l'entrée d'un pays dans le marché unique a permis à ses habitants de bénéficier d'un gain annuel moyen d'environ 840 € par personne.